Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, tout près de Clermont-Ferrand, dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors on le sait, le secteur de l'élevage est malmené, il est fustigé, les associations, les véganes, tout le monde le met à mal, et à la fois on aime tous la viande, on aime en consommer, on aime en manger. N'empêche que la consommation de viande en France diminue, que le secteur de la restauration est confronté aussi à une évolution des attentes de la part des clients. Faut-il réinventer la viande, c'est-à-dire pas forcément créer la viande artificielle, c'est surtout réinventer la façon de la commercialiser, la façon de la consommer. Alors on va en parler avec Marc Didienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la viande du nutritionniste. Juste à vos côtés, un éleveur de vaches charolaises dans l'Indre, Gilles Augros. Bonjour. À ma droite, Johan Gilbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du restaurant L'AOC à Clermont-Ferrand, un restaurant où il fait bon. J'espère manger. Bon, ben très bien, on aura l'occasion d'en parler. Et André Chassaigne, notre ténor du Parlement, qui est député du Puy-de-Dôme et qui est présent ici. Bonjour. Bon, Marc Didienne, d'où est partie l'idée de la viande du nutritionniste? En 2007, j'ai créé une entreprise avec mon associé Yann Mathieu de nutrition pour les animaux. On était les seuls à faire ça en France. On faisait du conseil en nutrition sans vente d'aliments. Du coup, on pousse globalement les éleveurs à leur dire arrêtez d'acheter de l'aliment à l'extérieur, utilisez uniquement les produits de la ferme, vous gagnerez plus d'argent et le consommateur sera content. Il y a 3 ans de ça, on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'éleveurs arrivaient à bien le faire, comme Gilles Augros par exemple. Et du coup, on a créé une deuxième entreprise pour les aider à vendre ces animaux-là en direct. C'est un concept dans le sens où les animaux du circuit n'ont pas d'aliments achetés dans le commerce, uniquement des produits de la ferme, de l'herbe, de la luzerne, de la céréale. On sélectionne les animaux avec les éleveurs, 15 jours, 3 semaines de maturation et on livre par exemple les restaurateurs avec de la viande fraîche. Gilles Augros, ça vous apporte quoi concrètement et depuis combien de temps vous mettez en œuvre cela? Alors avec Marc, c'est un partenariat de pratiquement une dizaine d'années puisqu'on a commencé en nutrition avec Yann et Marc. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de travailler avec Marc parce qu'on est amené sur une autre vision de notre métier. Mais est-ce que vous gagnez plus d'argent? Est-ce qu'on gagne plus d'argent? Je ne sais pas si le mot convient, mais disons qu'on a un meilleur retour sur ce qu'on fait. Bon. Côté restaurateur, c'est vrai qu'il y a une évolution. Vous perdez des clients en semaine, vous en avez plus le week-end. Il faut leur apporter plus. C'est pas qu'on perd des clients, c'est que des clients maintenant aujourd'hui viennent un peu avec la crise un petit peu, viennent un peu moins au restaurant. Ça devient pas la priorité absolue dans le budget, on va dire familial ou général. Et quand les gens viennent au restaurant, avant ils venaient peut-être 3 fois par semaine, maintenant c'est peut-être 1 à 2 suivant les budgets. Ils cherchent, si vous voulez, une qualité de produit. Voilà, quand ils veulent manger une belle entrecôte, ils veulent pas une entrecôte de mauvaise qualité. Nous, on privilégie la viande française déjà en premier temps et nous travaillons avec la viande du nutritionniste. Un peu pari fou, hein, un peu pari fou au départ parce que le commercial vient me voir en m'expliquant qu'il voudrait commercialiser un peu sa viande bio, si on peut dire, de circuit court, sur on va un dire. concept proche, oui. Voilà, concept proche et circuit court. Et je me dis pourquoi pas, et puis on essaye 1 fois, 2 fois, et puis on y reste, hein, parce que c'est vraiment une viande de qualité. André Chassaigne, vous n'êtes pas un vegan? Je ne sais pas, j'ai l'impression que non. Non, absolument pas. Alors sur ce type de réponse, bien évidemment, moi je considère que ça va dans la bonne direction. Mais ça reste, et ça restera, quoi qu'il en soit, une forme de niche qui ne permettra pas de répondre totalement aux exigences de la profession d'éleveur. C'est-à-dire qu'à côté de ça, c'est vrai qu'il faut développer tout ce qui est sous signe d'origine, sous signe de qualité, les circuits courts, des partenariats qui sont des partenariats privilégiés. Mais n'oublions pas que pour la grande masse des éleveurs, il faut des réponses qui soient des réponses d'un autre niveau, en termes de garantie de rémunération, avec des prix qui correspondent au coût de production. Et ça veut dire que derrière tout ça, il faut des gestes forts au niveau politique, au niveau législatif en particulier. Il faut être en lien avec les interprofessions qui, elles, ne s'attachent pas seulement à ceux qui ont la chance, je le dis, d'avoir des partenaires, j'espère que ça se passe bien, mais qui attendent des réponses, qui soient des réponses dans la durée. Surtout, c'est le prix payé, c'est la rétribution
de l'éleveur qui est important. Oui, alors si on va sur le terrain politique, hier vous avez accueilli le ministre de l'Agriculture ici, à Clermont-Ferrand. Globalement, on n'a pas l'impression qu'il va y avoir vraiment des changements qui vont être importants là-dessus, par rapport à ce que vous souhaitez. Ah, moi, j'y crois pas. Je suis intervenu mardi après-midi lors de l'explication de vote. Je lui ai dit que toutes les espérances, tous les espoirs qu'il y avait avec les États généraux d'alimentation, avec notamment le discours qui avait été celui à Rungis du président de la République, on ne retrouve pas finalement dans le texte de loi les outils, les leviers qui permettront dans la durée qui permettront de répondre aux exigences. Parce que, vous savez, on est quand même on n'est pas dans un monde de bisounours. Il y a quand même les producteurs, il y a l'industrie agroalimentaire, il y a la distribution derrière. Il ne faut pas croire que tout ce beau monde va se mettre autour d'une table, va s'embrasser sur la bouche en trouvant des solutions qui seront des solutions rêvées peut-être par le ministre de l'Agriculture, mais moi j'attendais des actes beaucoup plus forts. Alors, allez-y, parce qu'on va parler aussi de votre produit. Allez-y. Non, la chose importante quand même que je voudrais rajouter, c'est qu'une chose certaine, et nous on le voit vraiment, c'est qu'en fait le consommateur demande vraiment quelque chose de nouveau. Sur la viande, le consommateur demande vraiment un circuit nouveau. Hein. En fait, nous on ne pensait pas avoir l'évolution qu'on a, on pensait juste vendre une vache par mois au départ, et on est vraiment absorbé par le système. On a une vraie demande en ville par exemple, auprès des particuliers, il y a une vraie demande. Je me permets d'intervenir par rapport à monsieur le député, où la raison, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais même si on n'est pas dans le monde des bisounours, il faut au départ, nous-mêmes, consommateurs, restaurateurs, commencer à faire ce circuit court, de travailler de plus en plus avec des personnes qui viennent nous proposer leur viande du coin. Si tous les consommateurs essayent déjà dans un premier temps de travailler au plus près de chez eux, déjà, ça fait une goutte dans la mer, mais personnellement, moi, c'est mon but, un peu de travailler au plus près de mon restaurant. Je vais au marché du coin, j'essaie de faire travailler les petits commerçants du coin, les nutritions. Ensemble, on travaille par rapport à même si on ne travaille pas une tonne de viande par an, mais je veux dire, le peu qu'on peut faire au départ, je trouve que c'est déjà intéressant. Bien sûr. Moi, je partage complètement cette approche, effectivement. Complètement, il faut qu'il y ait des liens directs entre le producteur avec la restauration, qu'elle soit domestique, ou que ce soit la restauration hors domicile ou la restauration collective. C'est vrai que vous montrez un chemin, il faut de la qualité, mais la qualité, je vous assure qu'aujourd'hui, il y a des progrès énormes qui ont été faits en termes de qualité par l'ensemble de nos éleveurs. Donc ça, il faut le valoriser. Et c'est vrai, ce que vous faites, c'est une valorisation qui aussi montre le chemin à l'ensemble. Gilles Augros. Alors je pense qu'il y a un travail de fond qui est fait, nous, depuis une dizaine d'années avec Marc. Et en fait, c'est ce qui nous a permis d'avancer sur la qualité et de ne pas faire n'importe quoi en nutrition. Parce qu'on ne peut pas produire une bonne viande si elle n'est pas produite avec des produits de qualité. Ça, c'est la base. Et après, c'est un plus de pouvoir la mettre sur le marché, de travailler avec des restaurateurs, puisqu'ici, certains sont fidèles maintenant avec nous. Et s'ils reviennent vers nous, je pense que c'est parce qu'il y a réellement un besoin et une envie d'autre chose, quoi. Marc Didienne, c'est super malin, la viande du nutritionniste. C'est vrai qu'on a envie d'acheter parce qu'on se dit, celle-là, elle est bonne, elle a bien été pensée. C'est un label quelque part que vous créez, même si vous n'avez pas le droit d'utiliser le terme, ou c'est une marque? Alors, simplement c'est une marque pour l'instant, il n'y a pas de cahier des charges déposé, hein. On est une toute petite entreprise, on vient juste d'embaucher notre livreur à plein temps, donc on est au début de l'histoire. La chose est sûre, c'est que le cahier des charges pour l'instant est simplement écrit en interne, hein. Les éleveurs comme Gilles donnent de la luzerne, de l'herbe, de la céréale, pas d'aliments du commerce. Et puis peut-être que dans les années à venir, on aura suffisamment de budget pour déposer notre cahier des charges, mais ce n'est pas pour l'instant fait. Et comment vous allez la commercialiser? Parce qu'on voit arriver Amazon qui s'intéresse de plus en plus à la distribution, qui va avoir un impact très important. Peut-être qu'ils vont appeler aussi la viande, je sais pas, du nutritionniste bis. Comment vous allez pouvoir vous développer à l'ombre de géants? Alors, notre première voie de commercialisation, c'est un site internet, la viande du nutritionniste, sur lequel on va essentiellement vendre aux particuliers sur l'ensemble de la France. Notre deuxième moyen de commercialisation, c'est les éleveurs, hein, par leur réseau. Donc Gilles vend par exemple au restaurant de son village. Et le troisième, on a une commerciale, voilà, qui démarche maintenant activement les restaurants de Clermont par exemple. Mais
Et moi, je me tourne vers l'éleveur, parce que le lien que vous avez vous a permis effectivement d'évoluer sans doute sur la nature de la production. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans l'échange que l'on a eu pendant la séance de maquillage, c'est que vous demandez à l'éleveur de produire la totalité de l'alimentation, de la nutrition de l'animal. Mais ça veut dire que derrière tout ça, il faut sans doute aussi des politiques d'accompagnement, parce qu'on dit qu'il faut développer les protéines. Est-ce que vous avez été aidé dans le cadre de la politique agricole commune pour développer les protéines? Est-ce que vous avez trouvé les outils d'accompagnement qui vous ont permis d'avoir une mutation, si vous l'avez eu, une mutation de votre production? C'est ça qui est important. Alors aujourd'hui, ce n'est pas seulement les animaux qu'on engraisse, c'est pratiquement tout l'élevage qui est mené de la même façon, de la même conduite d'élevage, si vous voulez. Donc on utilise les mêmes produits pour tous nos animaux. Et ensuite, donc, ça passe dans le circuit viande, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et on travaille surtout avec des produits comme la luzerne, qui est un super produit et qui amène des choses intéressantes au niveau des qualités de viande. Et moi, je recommande ce produit puisqu'il nous a permis de supprimer les tourteaux de soja ou des choses qui viennent de. Mais vous avez été accompagné. Ce que je veux dire, est-ce que vous avez eu des programmes d'accompagnement en dehors du nutritionniste qui vous conseille et qui ne vend pas les produits, ce qui est important? Oui. Est-ce que vous avez été accompagné au niveau des aides européennes, sur des choix que vous avez faits? Alors, ce que je voulais dire, c'est que le travail de Marc et de ses collaborateurs est très intéressant puisque eux ne vendent rien, ils vendent que du conseil. Donc, ils ne sont pas influencés par des boîtes d'aliments. Ils sont en avance sur la législation qui est en train d'évoluer. Voilà. Alors, puisque vous faites le journaliste, moi je vais venir au Parlement faire le parlementaire. Justement, André Chassaigne, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ça remet en cause un peu quelque part aussi l'accompagnement? Vous êtes un coach privé aujourd'hui là-dessus. Et quid de tout l'accompagnement qu'il y avait de façon généraliste? J'ai pu avoir la divergence avec certaines organisations syndicales agricoles. Moi j'ai porté et j'ai voté l'évolution qui consiste à dire que le conseilleur ne doit pas être le vendeur. Je sais que ça peut poser des problèmes à certaines coopératives, je suis conscient de la difficulté de la mise en œuvre. Mais je crois que c'est extrêmement, extrêmement important. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a tout intérêt, c'est ce que vous faites, à ne pas avoir seulement une approche de production agricole, mais de parler de l'alimentation. J'ai proposé dans un rapport que l'on ne parle plus seulement de politique agricole commune, mais qu'on parle de politique agricole et alimentaire commune. La dimension alimentaire est primordiale maintenant. Marc Didienne, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de plus en plus de coachs comme vous? Oui, c'est essentiel. En fait, on est arrivé pour moi dans l'agriculture à un tournant. Et jusqu'à maintenant, l'essentiel de la technique en ferme était apporté par des gens qui commercialisaient des produits. Et du coup, en fait, ce qu'on fait avec Gilles, avant, il y a 50 ans, il savait le faire. Sauf qu'entre-temps, on a oublié. On a oublié toutes ces choses-là. Et souvent, dans les fermes, les grands-parents des agriculteurs me disent « Ah ben oui, mais ça, on le faisait avant. » Sauf que l'industrialisation, la performance nous a fait oublier toutes ces choses-là. Et la chose juste importante, c'est que pour faire une viande de qualité dans le circuit industriel, ça ne peut pas fonctionner pour livrer un restaurateur. Pour faire une viande de qualité, il faut prendre son temps. Si vous voulez, je réponds un peu aussi indirectement. Aujourd'hui, le consommateur, nous on est en première ligne, si vous voulez, en restauration, on peut parler des bouchers ou d'autres choses. Le client, ce qu'il attend aujourd'hui, c'est presque de remanger ce qu'il mangeait il y a 50 ans. On a regardé les restaurants qui font de la cuisine maison, même simplement, ils travaillent bien parce que les gens recherchent une cuisine, on va dire, simple mais de qualité. Alors évidemment, il y a toujours des restaurants, il y a toujours une clientèle qui va rechercher une cuisine plus compliquée. Mais aujourd'hui, nous, restaurateurs, on a l'impression que le consommateur recherche une qualité, des choses bien faites simplement. Aujourd'hui, quand on dit tiens, j'ai mangé une sauce maison, c'était bon. Il y a 30 ans, on mangeait que des sauces maison. C'est un exemple. Mais aujourd'hui, on marche à l'envers. On a l'impression qu'on revient. Je ne sais pas si je m'exprime comme il faut, mais de ce que je veux dire. Mais comment vous faites? Je pense qu'on a surtout besoin de redonner confiance aux gens et d'expliquer ce qu'on fait parce qu'on n'explique pas suffisamment ce qu'on fait.
Dans nos métiers, nous on reçoit des gens sur nos fermes, on explique, et le consommateur de demain, c'est les élèves, c'est les élèves en primaire qui viennent visiter nos exploitations. C'est les lycées agricoles, par exemple, qui viennent aussi visiter. Et là, on peut expliquer qu'on fait des choses correctement. André Chassaigne. Il ne faut pas oublier quand même, je tiens à le redire, qu'il y a ce que vous mettez en œuvre qui est remarquable et qui est amené à se développer. Mais derrière tout ça, il y a les rapports économiques. Et la grande partie de nos productions agricoles sont commercialisées par la grande distribution. Et on ne sortira pas de ça avec la recherche du prix le plus bas. Donc ce qui veut dire qu'au-delà de ce que vous mettez en œuvre qui est remarquable, il faut aussi qu'on se batte pour qu'on ait des leviers pour que les producteurs puissent être payés au juste prix. André Chassaigne, hier il a été dit ici que la grande distribution faisait la loi globalement. On n'arrive pas à contraindre 4 centrales à appliquer la loi. Parce que je le dis, on peut bien faire un peu de politique, c'est parce que moi je considère que le gouvernement ne fait pas suffisamment, les gouvernements successifs n'ont pas fait suffisamment preuve de courage et qu'à un certain moment, il faut qu'on arrête de dire on se mettra d'accord autour d'une table, il faut des règles, il faut un poids de l'État, il faut que l'État puisse intervenir. C'est pas le kolkhoz que je veux, c'est pas l'Union soviétique, mais je pense quand même qu'il faut davantage d'État pour faire plier la grande distribution. Alors, le temps va aussi jouer. Hein. Il y a deux choses quand même que je peux vous dire, c'est que c'est vrai que le consommateur va acheter à la grande surface. 2 choses importantes quand même, c'est que si on regarde un petit peu ce qui se passe, il y a plein d'initiatives comme la nôtre. Hein. Plein de structures aujourd'hui émergent pour venir mettre en parallèle des nouveaux systèmes de vente. Il y a aujourd'hui par exemple des grosses plateformes de distribution des produits agricoles sur Lyon, une petite sur Clermont, qui fonctionnent très bien. Et la dernière petite chose qu'on pourrait dire, c'est que les nouvelles générations qui arrivent, mes enfants par exemple, n'iront pas au supermarché et iront sur ces systèmes alternatifs qui sont aujourd'hui des niches, mais qui vont vraiment se développer dans les années à venir. Alors, on arrive au terme de cette émission, mais j'aimerais quand même que quelqu'un nous présente les produits que vous avez apportés. Dites, allez-y, le plus rapidement possible. Alors, on vous a fait un petit plateau donc avec de la viande séchée, là, qui est la première qui est devant vous. Donc ça, c'est un vrai délice, je pense, par rapport au restaurant. Les restaurants sont très friands de ce genre de produits. Et ensuite, nous avons du saucisson de bœuf, donc, et de la merguez et de la chipot séchée, donc, qui sont des super produits pour l'apéro. Et en plus, on a toute la gamme de conserves qui va avec. Donc, on a de l'émietté de bœuf qui est notre premier produit, produit de base qui a été mis sur le commerce. Donc. Et en fait, après, on est passé avec du bourguignon en pot qui est cuisiné. Une sauce bolognaise qui est faite avec des vrais morceaux de viande et qui a du goût. C'est pas seulement de la sauce. On peut déguster en même temps. Hein, et de la tripe, donc de bœuf. Voilà. André Chassaigne me fait signe. Merci beaucoup pour ces présentations. Moi, j'ai une question là. Juste. Comment vous trouvez? Ah oui. C'est long en bouche. Donc, la viande séchée, c'est un produit, on met les muscles ronds des animaux en saumure et 5 mois de séchoir. Donc c'est un produit qui a 5 mois de séchage. Et ça, c'est quoi ça là? Il faut parler dans le micro. C'est de la merguez séchée. D'accord. Alors le problème, André Chassaigne, c'est que j'avais une question à vous poser pour finir. Donc il faut déguster et répondre à la question en même temps. André Chassaigne, il y a eu un abattoir qui a été incendié. Il y a des mouvements véganes qui sont venus ici au sommet de l'élevage. Hier, on avait un journaliste de Ouest France qui nous expliquait qu'il recevait des communiqués de presse dans lesquels on comparait les camps de la mort et les abattoirs. Quelle est votre position à vous? Je dis que chacun peut avoir une position personnelle, éthique, idéologique. Je ne le supporte pas. Je ne supporte pas ce type de comportement, qui sont des comportements qu'on essaie en plus de ça de développer dans la société, extrêmement relayés au niveau médiatique, qui ne correspondent pas à ce que pense la grande majorité des gens de notre pays. Il y a une forme de diabolisation qui est faite. J'estime que c'est très dangereux, extrêmement dangereux. Il faut donc qu'on apporte des explications, que les politiques et les autres on ait le courage de dire la réalité de ce qu'est l'élevage aujourd'hui dans ce pays et qu'on ne laisse pas se développer dans la société des discours qui sont des discours complètement décalés de la réalité et que je condamne pour ma part très fermement. Et pensez-vous que ce point va être abordé à l'Assemblée? Est-ce que vous allez porter justement le fait que
C'est abordé. Quelquefois, on a aujourd'hui quelques députés qui vont passer beaucoup plus de temps, c'était le cas sur la loi agricole par exemple, sur des questions dites sociétales de ce genre, mais qui oublient l'essentiel. L'essentiel, c'est bien sûr la qualité de la production que l'on peut avoir, une rémunération et des progrès que l'on doit faire pour que ce n'est pas seulement une production agricole, c'est une production alimentaire. Voilà, c'est ça qu'il faut faire passer dans les têtes. Messieurs, merci beaucoup d'être venus ici pour débattre en direct, donc notamment de la viande du nutritionniste. Merci à vous et puis merci à vous.